sur les bancs. C'est quand même particulier qu'on ait un sentiment tel d'incompétence qu'une série comme celle-là est devenue ultra populaire. Hein, les gens achètent. En fait, on va te donner un cadeau. Tu vas être fier, je t'ai acheté le livre pour les nuls. Hein? Le psychologue pour les nuls. Non, mais c'est particulier. Il y a un message autour de ça. Une autre tendance, c'est aussi la tendance à tout vouloir gérer. Alors là, c'est le recours au principe de gestion. J'en parlais tantôt. Avec mon éditeur, on avait regardé au moment où j'avais écrit le livre, les titres où il y a gestion dans le livre. On avait 500 livres, la moitié avait des référents à la gestion, mais pas au travail, la gestion dans notre vie personnelle. Alors, si on regarde les titres qu'on avait, c'était gérer son temps, gérer ses relations avec les autres. Peut-être j'ai une diapo. Ah, en voilà certains. Gérer ses ruptures amoureuses, son ex-femme et ses enfants, sa famille, son chien, son bégaiement, son asthme, son insomnie, son arthrose, son courrier électronique, sa cave à vin, sa belle-mère, sa mort et, quand il n'y a rien qui a fonctionné, son après-mort aussi. C'est pas des blagues. C'est dans la liste des livres que vous pouvez acheter sur la gestion. Mais ça aussi, c'est un exemple de transition de valeur du travail où on veut exercer un contrôle dans des situations qui nous échappent et on l'a transposé dans notre vie personnelle au point tel que des choses qui sont agréables, qui devraient être simples. Vous avez des invités, vous voulez servir un vin. Aïe aïe, quel vin, quelle température. Puis là, si vous avez des fromages, il y a un savant mélange entre le mariage, entre le vin avec sa personnalité propre et le fromage qui est peut-être plus vieux ou moins vieux, un plus vieux qu'un plus jeune. Et là, la maturation de chacun. Et là, je pense qu'on met plus de soin à faire ce mariage que souvent à coupler des gens dans un speed dating le vendredi soir aux petites heures. Et ça nous illustre un petit peu aussi que même pour des choses qui sont simples et agréables, et si quelqu'un, je ne sais pas, aime beaucoup le vin blanc puis en prend en mangeant une pièce de viande rouge, il a fait une erreur. Et ça nous dit que la formation, c'est devenu aussi, dans notre insécurité collective, un moyen d'apaiser cette anxiété-là. C'est un travail de conformité. Alors, on se plie à ça pour avoir le bon vêtement, le bon vin, la bonne nourriture au bon moment et de la bonne façon. Et ça aussi, c'est devenu un facteur d'intégration sociale. Un troisième point que je vais aborder, c'est celui de la promotite. Celui-là, c'est la volonté. En fait, s'il n'y a rien qui fonctionne, c'est peut-être parce que les gens nous connaissent mal. Et un peu comme l'entreprise, vous savez, on travaille, nos entreprises maintenant, hein, il n'y a pas de fausse modestie, de pudeur. On est des chefs de file, le premier dans tel domaine. L'innovation. Alors, toutes les entreprises ont des slogans, des logos, devises qui disent comment elles sont bonnes. Même dans les hôpitaux, partout, on est les meilleurs. Alors, le problème, en fait, ce que ça nous démontre, c'est surtout un moyen de communication qui est désuet, qui est de tout simplement propulser notre message vers l'extérieur sans avoir de retour. En fait, on veut juste dire aux gens qu'on est les meilleurs, mais on ne veut pas entendre vraiment ce qu'ils nous disent ou les nuances qui pourraient être apportées. Alors, ce modèle qui est un peu archaïque, parce que ça nous force à... c'est comme si on parle, mais on ne veut jamais entendre. C'est un peu l'antithèse des médias sociaux, du retour qu'on souhaite avoir. Alors, la façon de faire, c'est de mobiliser, s'il y a des blogs ou il y a des sites, d'essayer de les mobiliser, de forcer nos messages, de tout contrôler. Mais heureusement, c'est devenu presque impossible. Alors, il y a toujours quelqu'un qui va sortir quelque part puis qui peut contester. On l'a vu, je ne sais pas, le printemps arabe, on peut questionner par la suite, mais ça l'a monté beaucoup avec les médias sociaux. Alors, c'est une façon aussi de propulser des idées, de contourner un mode de communication à sens unique. Mais ça nous mène quelque part. Parce qu'on est aussi, je vous dis qu'on adopte nous-mêmes cette façon de faire des entreprises. Savez-vous on parlait de Twitter? Regardez, vous pouvez vous acheter des gens qui vous suivent sur Twitter. Je vous dis ça, là, mais ça démontre quand même l'absurdité de la chose. C'est que si
vous payez, et ce n'est pas très cher pour avoir 500 personnes qui vous suivent, 1000 personnes. C'est probablement des gens qui sont quelque part en Afrique ou aux Indes, ou et eux, pour un petit montant, ils vont remplir tout ça. Et là, regardez comment on l'annonce. Gagner en crédibilité et notoriété par le nom. Un peu comme si vous aviez une clientèle qui vous suit. Et donc, ça améliore votre crédibilité et notoriété, améliorer votre image de marque. Prenez un temps d'avance sur vos concurrents. Obtenez de nouveaux clients. C'est sûr que c'est une entreprise, mais c'est bon pour tout site Twitter. Dans la même veine, il y a quelques années, il y a un jeune diplômé à Paris qui s'est mis en vente sur eBay. On parle en anglais, ils disent personal branding, c'est se vendre comme si on est une marque. Ceux qui sont travailleurs autonomes sont forcés de faire ça. Puis souvent, la frontière est très difficile à établir entre ce qui est le produit, ce qu'ils vont offrir, puis leur propre personnalité. Et ici, regardez, pratique et peu coûteux à l'entretien, vous ne regretterez pas de vous offrir ce superbe jeune diplômé en pleine santé. Ça ressemble presque à de la prostitution. Non, mais il y a un problème majeur à vouloir à tout prix se mettre en marché comme si on était une marque. Et on continue. Il y a des gens qui choisissent le nom de leur enfant pour qu'il puisse très bien être utilisé pour un nom sur le net là, dans différents médias. Et ça, c'est même pas anecdotique, ça, c'est documenté. Ça aussi, ça témoigne de comment on se voit, parce que puis regardez les selfies, tout ça, c'est comment on se met en scène. C'est se promouvoir. J'étais en Europe dernièrement, puis je voyais des gens avec une tige, et j'en ai vu plusieurs ici, je n'ai pas vu encore, puis ils installent leur téléphone au bout, puis là, en marchant, ils se trouvent à se filmer, puis à filmer le décor. C'est un peu comme s'ils sont eux-mêmes une valeur ajoutée au décor. J'étais en Espagne, moi, c'était assez beau, j'avais pas besoin. mais c'est vraiment difficile de battre ça en termes de philosophie. En fait, c'est vraiment l'espèce de narcissisme de nos propres entreprises qui n'arrêtent pas de se vanter puis de se faire valoir. Alors, là, ce que je dirais, c'est, si on faisait, en fait, tout ce que je viens de vous raconter, peut-être vous-même, vous n'êtes pas aux prises avec ces problèmes-là, mais ça nous rejoint quelque part. Ça témoigne aussi de notre façon d'entrer en lien avec les autres, puis de nous voir dans cette société postmoderne. Il y a un problème quand même, c'est qu'à faire ça, on est toujours ancré dans cette vision de performance, de productivité. Et puis si on a commencé tantôt en se disant « on manque de temps, on est serré, on a de la difficulté à s'y retrouver », ce n'est pas nécessairement en adoptant ces moyens-là qui, eux, sont vraiment adaptés pour aller encore plus vite puis produire encore plus. Parce que si je veux gagner du temps, et puis je fais référence par exemple, je m'achète l'arsenal d'une entreprise, j'ai un agenda électronique, j'ai tout synchronisé ça avec la tablette, avec la famille et tout ça. Je ne suis pas en train de questionner qu'est-ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'essayer d'accélérer le rythme pour pouvoir maintenir la cadence. Et tous les moyens que je vais avoir à ma disposition vont me permettre d'être encore plus performant et donc de continuer à m'enliser dans cette voie-là plutôt que d'arrêter puis de faire l'état de situation. En fait, le livre dont Anne parlait tantôt, c'est un petit peu cette réflexion-là autour de « je ne suis pas une entreprise », c'est « je n'ai pas à fonctionner de cette manière-là, malgré le prix qu'il y a à payer. Je n'ai pas à me soumettre à cette façon de voir et de faire les choses. » On pense à nous comme espèce humaine. Pourquoi nous, on a survécu parmi toutes les espèces? C'est parce qu'on est capable de fonctionner avec l'entraide, la collaboration et d'avoir des façons de faire où on peut se soutenir mutuellement. Malgré tout ce qui va tout croche, malgré les événements qu'on voit là tout récemment, on a quand même ces réflexes-là et on a une vie qui est plutôt sédentaire. Le respect de l'environnement, on ne bouge pas tout le temps, on essaie de faire prospérer ce qu'on a. En fait, c'est parce qu'on est devenu sédentaire qu'on a pu aussi déloger d'autres espèces et puis s'établir, puis prospérer, puis prendre possession de la planète.
À fonctionner comme on le fonctionne au contact des entreprises, on revient avec des réflexes de vie nomade. On parle de mobilité. On est fier de pouvoir être mobile, de pouvoir s'adapter dans cet environnement qui nous demande de fonctionner de manière nomade. On a de moins en moins de postes qui sont des postes permanents, en permanence. Qu'est-ce que j'entends? Il faut que ce soit ciblé sur une fonction où on peut être rentable. Il faut que ça soit fractionné. Il ne faut pas qu'il y ait d'engagement de la part de l'entreprise. Au niveau collectif non plus, c'est le jeu. Il faut faire sa place, il faut se prouver, puis il faut démontrer comment on est bon. Et c'est pour ça que ces réflexes-là de promotion, de formation, de gestion, à mon sens, prennent leur sens. Alors ça, c'était mon autopromotion. Mais ce faisant, on oublie aussi quelque chose, c'est que en pressant le citron de cette façon-là, on a un autre prix à payer. Actuellement, si on regarde comment on fonctionne, on a, spécialement au niveau de la productivité, on a de l'absentéisme, des baisses de rendement. On dit que la santé mentale, ça coûte 20 milliards par an aux employeurs et que les 3/4 des prestations d'invalidité à court terme, c'est associé à la santé mentale. Il y a quelque chose qu'on doit faire de pas très correct. Au Canada, oui. On vient de terminer une étude dans le sud-ouest de Montréal. On vient de terminer une étude dans le sud-ouest de Montréal. Et c'est les chiffres. Une personne sur 5 consomme au moins un médicament psychotrope. Ça veut dire somnifère, anxiolytique ou antidépresseur. Une personne sur 5. Au Québec, c'est 17 %. La moyenne canadienne, c'est à peu près ça, 17-18 %. Parmi ceux-là, on en a 3,1 ou 2 % qui consomment 3 ou plus, 3 classes ou plus. C'est troublant, parce que là, imaginez le nombre, quand on multiplie ça au niveau de la population. Et ça nous dit aussi une autre chose, c'est qu'on carbure avec plein de produits, dont les médicaments. Ça nous prend des béquilles pour fonctionner. Et là aussi, on doit se poser des questions. Ça ne veut pas dire que c'est lié uniquement au travail. Ça ne veut pas dire que c'est lié uniquement au niveau des conflits de rôle. Il y a plein de facteurs qui interagissent, sauf qu'on parle d'une grosse proportion de gens. Alors, le constat, limiter les dégâts, réévaluer ses choix. Là, je vais vous parler de 2 grandes stratégies qu'on peut utiliser. On parle de détresse émotionnelle et une des stratégies, c'est tenter de contrôler ses émotions. On peut penser à des stratégies qu'on dit cognitives et à ce moment-là, on peut penser à des stratégies où on n'agit pas directement sur le problème. Par exemple, si ça ne va pas très bien au travail, on peut se dire « Ah, mais c'est toujours comme ça, fatalisme ». Comme là, ils refont encore le réseau de la santé. Ah, puis dans 5 ans, ils vont le refaire à nouveau, tant pis. Ça, je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Ça donne quoi de s'investir plus? Je ne sais pas, moi, si j'étais postier, ça donne quoi de se forcer pour livrer le courrier partout à la maison? De toute façon, ça se discute à un autre niveau. Il y a un fatalisme qui peut prendre la place. On peut discuter dans les couloirs aussi, parler à ses amis. Jamais parler aux personnes qui prennent des décisions. Des fois, ça nous touche de plus près. Mais parler à d'autres. « Ah, ça n'a pas d'allure. As-tu vu, lui, depuis qu'il est directeur, comment il fonctionne? Ah, mon Dieu, je m'attendais vraiment à ça. Il n'a même pas parlé de mon dossier à réunion d'équipe. C'est pareil comme si je n'existe pas. C'est bien mais alors que ça, c'est aussi une position de repli, mais qui ne permet pas de changer la situation. Sauf que ça a quand même un effet de soulagement. C'est apaisant à court terme, ça ne règle rien. On va en parler un peu comme ça. Ça dérange les voisins, mais d'un fois dans le couloir, c'est mutuel. L'autre va dire, c'est vrai qu'il n'a pas d'allure, lui, depuis qu'il a pris la job. Alors, mais là, il y a une série de stratégies cognitives qu'on peut déployer et qui mènent souvent vers l'évitement. Et là, les solutions commerciales, je parle par exemple de l'alcool, la médication, tout ça nous permettent de s'engourdir et d'arrêter de penser à ces problèmes-là. Et pendant qu'on fait ça, on ne se confronte pas au problème, on est en retrait et ça ne va pas nécessairement aider à améliorer notre situation. Et aussi prendre ses distances face aux attentes. Finalement, ce n'est pas si pire que ça.
Je ne suis pas obligé d'aller leur conduire le petit à chaque matin à l'école. Il peut bien prendre l'autobus comme les autres. Je ne suis pas obligé d'aller à tous ces matchs de hockey. Je ne suis pas obligé de rester tard le soir pour finir mes dossiers. Vous savez, de dire, je peux quand même être un bon parent ou un bon travailleur, mais je peux un peu réviser. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais ce qui est une forme d'ajustement qui peut mener aussi vers un nivellement vers la base. Et il y a les autres stratégies qui sont plus centrées sur le problème puis qui amènent des actions directes qui visent à transformer les choses. Alors, ça n'a pas d'allure, il n'a pas parlé de mon dossier en réunion d'équipe. Ben là, je vais aller le voir, puis là, on va se parler. Moi, ça fait 10 ans que je travaille sur ce dossier-là. Ils ne vont pas me le retirer, puis là, on va s'entendre. Mais là, il y a une sorte de réflexe qui dit, je peux transformer mon environnement, je vais utiliser les leviers. C'est pas sûr que ça va marcher, mais là, c'est comme de s'approprier la situation. Et là, les actions qui sont centrées vers la situation, on en a parlé aussi dans les formatiques, les promotiques, parce que quand on fait ça, ce qu'on vise, c'est à améliorer notre rendement. Mais ce n'est pas toujours la meilleure solution. Parce qu'il y a des situations qu'on ne peut pas changer. Le postier là, qui va se forcer pour donner un bon service en livrant à domicile, là, mais ça va être génial pour ses clients d'aujourd'hui, mais ce n'est pas lui qui décide que ça va être des casiers postaux le mois prochain. Ce n'est pas lui qui peut changer la situation. Puis même s'il fait des ulcères, puis moi, à travers cette expérience-là de livres et de travaux là-dessus, j'ai eu la chance d'aller dans plusieurs milieux. Puis ce que j'entendais surtout, puis ce que j'entends même dans le réseau de la santé, c'est « Oui, mais on est formé. Oui, mais moi, j'ai fait un doctorat. Oui, mais j'ai fait une maîtrise. Ça fait 15 ans que je travaille dans le domaine. Puis là, ils me donnent des guides. Ils me forcent à prendre des décisions qui ne correspondent pas à ce que moi, j'ai appris. Ce que moi, je considère être bon pour les gens avec lesquels je travaille, c'est pas ça que je peux mettre en pratique. » Et ça, on parlait tantôt des facteurs de stress, puis on parlait de reconnaissance, la compétence. Mais une façon de dire aux gens que c'est des incompétents et qui ne produisent pas, c'est de leur dire « On fait tabula rasa, ce que vous faites depuis des années, maintenant, ce n'est pas ça qui va se faire, ou ce n'est pas comme ça que vous allez travailler, ou vous ne faites pas de la bonne façon, nous, on va vous dire comment faire. » Et ça, surtout si c'est dans un mode de communication qui est à sens unique, c'est clair que ça ne va pas aider les gens à se prendre en main, puis parce que s'ils sont centrés sur le problème, ça va être bon pour eux, mais ça va être bon aussi pour l'entreprise qui les embauche. Alors, je crois que je vais arrêter sur ce point-là, parce que j'en vois qui commencent déjà à somnoler. Et on va passer à l'autre étape avec les questions d'Anne. Merci. Alors, je vois que tu as rajouté à la problématique du DSM 5 en contribuant toi aussi une série de diagnostics. De nouveaux diagnostics, oui. Oui, c'est gentil. Dont l'évaluation est assez facile, par contre, et le traitement variable. Ah oui, oui. Puis tu n'as pas parlé non plus de la corpornose et de la nanogestion et de toutes ces autres maladies. Je laisse le plaisir aux gens qui vont... Oui, et des effets secondaires de toutes ces maladies-là que tu as développées finalement. Bien, en fait, moi, ce que j'essayais de dire en conclusion, c'était que tant qu'on se penche, quand on est... Regardez, si vous manquez de temps, ce n'est pas un agenda électronique qui va vous aider à en sauver. Ce n'est pas d'acheter une nouvelle tablette, ce n'est pas d'acheter le dernier logiciel sur la gestion du temps, d'après moi. Ce qu'il faut, c'est re-questionner ses choix. Puis ce que je me demande, c'est si de tenir absolument à avoir tous ces outils, ça ne devient pas contre-productif. Parce que si on garde le temps qu'on consacre juste à maintenir ces outils-là, c'est souvent plus... En fait, quand je suis dans... Je m'excuse, je ne parle pas pour toi, je sais que tu aimes les nouvelles technologies, là, c'est sûr que je... Mais regardez, quand tout le monde a un agenda électronique, puis on est en réunion, puis on essaie de fixer un autre moment. Aïe, aïe. Là, ça pianote, puis c'est très long. Et puis, généralement, quand il arrive le moment de la réunion, tu en as beaucoup qui l'avaient mal inscrit sur la mauvaise journée. Alors que si on a un truc papier, c'est tellement simple.
Moi, là, vous pouvez voir que je démarque là, je me dissocie du groupe, là, je vais être seul là, à la fin de la soirée, mais il y a quelque chose dans les technologies qui fait que tout à coup, on oublie pourquoi on les utilise et on devient un peu esclave de la technologie elle-même. Et, et on a perdu de vue, un peu comme la consommation. Tu sais, ils sortent le iPhone, on est rendu au 6, là, ou le 6. Bien, les gens, ils se lancent pour acheter le 6, mais c'est quoi qu'il y a de plus le 6 que le 5? Mais c'est juste pour avoir le 6 à ce moment-ci. Tu sais, comme et là, c'est de la consommation pour de la consommation, parce qu'en théorie, tu pourrais dire, je vais acheter le 6 s'il m'apporte quelque chose de nouveau puis qui va me contribuer. En quoi il va apporter quelque chose de plus que... Ou que mon 5 est brisé. Ou que ton 5 est brisé. Ça va avec... Oui, oui. L'obsolescence programmée. Là, L'obsolescence programmée, certainement. Mais tu parlais aussi dans ton livre, tu as beaucoup parlé des valeurs corporatives qui entrent aussi dans la gestion quotidienne dans nos maisons, carrément dans les horaires qu'on fixe, dans la façon dont on fixe les horaires de famille, les listes qu'on se crée et tout ça. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu plus de cette section-là dont tu as discuté? Cette notion de... En fait, moi, j'en parlerais de manière large en disant la vision à court terme, c'est là que ça nous touche le plus. C'est comme on a transformé. Si je regarde, nous, pour élever un enfant, mettons 2 humains qui ont un enfant, il y en a pour 20 ans, au moins. Des fois 30, des fois 40. C'est un investissement. Mais on en est venu qu'à penser, puis ça c'est dans la société postmoderne, on règle un problème. Un problème, c'est quelque chose qui est immédiat, qu'on peut circonscrire. Gérer ses courriels, c'est quelque chose qu'on peut circonscrire. Gérer sa belle-mère, ça c'est quelque chose qui est plus compliqué que gérer ses courriels. Et ça demande une vision à plus long terme. Les gens aujourd'hui, tu regardes, ils vont s'acheter une voiture. En fait, souvent, ils vont connaître les paiements mensuels. On en est venu à penser à des mensualités. Moi, je vous mets au défi. Tantôt, on parlait de complexité, la littératie financière. Est-ce que vous comprenez, si vous prenez plusieurs services, là, incluant le câble, la télé, les bouquets de choix là, à la télé, est-ce que vous comprenez bien le forfait auquel vous avez souscrit? Est-ce que vous comprenez bien la couverture d'assurance que vous avez? C'est très complexe, mais on en est venu qu'à comprendre des mensualités. Puis les gens, si ta voiture arrive après 3 ans, souvent, ils vont t'appeler puis te dire « Oui, mais on peut t'en donner une nouvelle, tu vas continuer à payer le même prix. » Mais là, tu as perdu la notion de où j'en suis dans le paiement de la voiture. C'est un peu métaphorique. C'est de la grande métaphore, ça. Mais on est tellement surpris. Non, mais on en vient qu'à perdre le sens de ça. Et je pense qu'à travers les artifices de gestion, je parlais de la gestionner dans le sens où on va consacrer beaucoup d'efforts à essayer de contrôler une portion de la réalité qui a très peu d'impact sur l'ensemble. Tu sais, pour moi, là, de rentrer mes rendez-vous avec mon agenda électronique, là, ça a très peu d'impact sur l'ensemble de mon agenda, de mon horaire, de ce que j'ai décidé d'y mettre. Et ça, je crois que c'est quelque chose il faut qu'on s'arrête à un moment donné puis qu'on dise, attendez, c'est quoi que je veux faire? Est-ce qu'à ton avis, on doit tomber aussi laisser tomber tout ce qui est gestion? Parce qu'il reste que ça rend certains services aussi, la notion de gestion et d'une certaine organisation, et peut-être plus dans certains domaines de la vie que d'autres. Oui, moi je dirais, si on ne sait pas où on va, c'est difficile de savoir qu'on est rendu. Hein? Et ce qu'il y a je pense, qui est intéressant, c'est cette notion-là de fonctionner par objectif, c'est au moins de se donner un guide. Où est-ce que je vais, puis comment je vais m'y rendre. Ça a une valeur. Moi, je ne dis pas qu'il faut rejeter ça, mais il faut peut-être le recadrer d'une autre manière. Parce que là, on est rendu à tout gérer, puis là, ça devient une sorte de façon de faire qui nous permet de se sécuriser.
Tu comprends? Ici, là, on est dans les contraintes budgétaires, tu dis, on coupe sur les photocopies. On commence toujours par là, on coupe sur les D'ailleurs, photocopies. je voulais t'en parler. Il va Oui, falloir qu'on coupe dans les photocopies dans le oui, je suis prochain. convaincu Oui. que c'était... Mais là, si tu dis, on va faire un rapport, puis là, les gens, il va falloir qu'ils nous disent chaque jour combien ils ont fait de photocopies. Il va falloir qu'ils les enregistrent, chaque photocopie, qu'ils nous disent pourquoi ils ont fait cette photocopie-là, à qui était destinée, et puis qu'ils nous fassent un compte-rendu sur une photocopie. Mais là, c'est du contrôle pour du contrôle, puis c'est ça que j'appelle la nanogestion, c'est l'économie de bout de chandelle. Et souvent, je pense qu'on est dans cette dynamique-là où on prend un temps énorme à essayer. Puis là, écoute, surtout dans les contraintes, on est dans un mode de gestion de contrôle là, actuellement, et donc il faut produire des rapports. Il faut produire. Un chercheur, c'est 40 de son temps en paperasse. Et je vous garantis, actuellement, avec Ottawa, on essaie de battre les records. Là. On est sûrement à 50 et on produit de la paperasse, on rend des comptes, et c'est souvent sur des petits montants, alors que les grandes dépenses, elles, se font militaires et autres, ça se fait sans